Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findi qui en micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue en direct du pavillon M, place Villeneuve-Bargemont à Marseille où vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et dans le Club Ararat TV Radio Dialogue aujourd'hui, nous recevons Monsieur Omar Sharif, Monsieur Jackie Nersessian, Monsieur Didier Parakian et dans quelques instants, Monsieur Garo Obsépian. Voilà, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Agop, père d'Azad dans Maïrig, mais aussi le prince Ali de Laurence d'Arabie. Il est l'une des plus grandes légendes du cinéma mondial. Monsieur Omar Sharif, bonjour, merci d'être avec nous au micro de Radio Dialogue. Omar Sharif qui vient de recevoir dans le salon d'honneur de la mairie la médaille de la ville de Marseille. Je pense que tout le public peut l'applaudir. Omar Sharif. Alors, Omar, si vous le permettez, on va faire un petit flashback parce que dans vos jeunes années, vous aviez 8 ans, je crois, et vos parents, vous avez mis chez les frères français au Caire. Oui. Hein, et on vous trouvait, il paraît-il, un peu trop gros parce qu'il y avait une bonne cuisine chez les frères français. Hein, et alors, ils décident de vous placer chez les Britanniques. Ils se disent que là, on mange très mal et vous n'allez pas grossir davantage. Et en fait, c'est dans cette école britannique que vous allez découvrir ce qui va devenir votre vraie passion, le théâtre. Parce qu'il y avait une école de théâtre dans cette école britannique du Caire. Ça veut dire que mes parents, ma mère surtout, ma mère s'appelait Claire. Elle était très, très forte, très forte. Et alors elle me faisait bouffer beaucoup. Et quand j'étais petit, j'étais très gros. Je suis venu à l'âge de 11 ans, j'étais très gros. J'étais comme ça. Et j'avais fait jamais du sport, jamais j'avais rien fait. Et d'un coup, maman m'a regardé comme ça, elle m'a dit, mais dégoûtant mon fils unique. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette horreur que j'ai dans mon appartement? Qu'est-ce que je fais? Elle savait rien des Anglais ni de rien. Ma mère, elle parlait arabe et elle parlait le français. Et alors elle a dit, je vais l'envoyer chez les Anglais. Je dis, les Anglais? Les Anglais, on ne fait pas manger les gens. Mange dégueulasse, tu ne peux pas manger ça. Elle m'a mis pensionnaire à l'âge de 11 ans. J'étais à Victoria College, un film anglais, et je dormais là-bas et tout. Et alors, c'était immangeable, ce qu'on nous servait. C'était rien. Tu sais, toi, regarde, je la vois. Voilà, tu vois comment, c'est rien. Et j'ai maigri, j'ai joué le sport. Alors, en un an, j'étais un artiste, un athlète, et j'ai parlé l'anglais. Alors, on avait aussi un théâtre, et j'ai fait alors du théâtre à l'âge de 11 ans, 12 ans, comme ça, des petites choses. C'était pas des choses importantes, mais à petit, j'ai joué des pièces. Et c'est ça qui m'a fait avoir l'amour de la pièce, de ce que je voulais faire, c'est ça. C'est magnifique. Cette chose, les Anglais, tu sais, il faut pas oublier qu'ils sont pas mal, les Anglais, pour faire. Dans les écoles anglaises, c'est très très bon, c'est très bon, surtout pensionnaire. Il te faut pas manger rien du tout. Tu crèves de faim, tu es mince, tu fais du sport tout le temps, tu cours, tu vas, tu fais de la passe, tu fais tout. Alors tu deviens musclé et tu ne grossis pas. Il faut aller dans une école anglaise, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, moi. Alors Omar, dans votre carrière, il y a quand même un nom très important, il y a un nom égyptien qui vous offre en fait votre première chance, c'est le nom de Youssef Chahine. Oui, absolument. Alors Youssef Chahine, c'était un metteur en scène égyptien qui était d'origine syrienne, libanaise. Moi aussi, nous étions aussi syriens, un peu, mes parents, etc. Et lui, il avait il savait ce qu'il fallait. C'était un très bon metteur en scène. Il parlait pas bien parce qu'il faisait comme ça avec sa bouche. Alors il pouvait pas jouer. Mais il adorait jouer, mais il pouvait pas à cause de ça. Et alors il est devenu un metteur en scène formidable. Youssef Chahine, il s'appelait, et c'était très très formidable. Mais il était bizarre. Alors il me faisait des choses. Il avait des choses, je ne veux pas dire que c'était des choses très dégoûtantes, mais il aimait de se mettre par terre, de mettre son terre par terre
et me faire enlever ma chaussure et ma chaussette, et il la met sur sa figure et il mangeait le tout. Voilà, c'est un scoop, messieurs, dames. Et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. J'avais pas peur, je savais qu'il ne va rien faire. Un peu fétichiste, alors, Youssef, hein, l'ami Youssef. Ah oui. Un tout petit peu fétichiste du pied. Mais il t'a mis le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier de cheval, évidemment. Mais il m'a appris à jouer. Il était un très bon... Tu l'as connu, toi? Oui, ah, il à était Venise. Ah oui, Oui. C'était un très grand metteur en scène. Ouais. Jackie, un mot sur Youssef Chahine que tu as rencontré? Non, je l'ai rencontré à Venise quand on a fait un film qui s'appelait Le Grand Voyage, film dans lequel j'interprétais le rôle d'un Turc. Youssef Chahine était président du festival et nous avons eu le prix de Laurentiis, c'est le meilleur prix du meilleur film étranger, voilà, premier film. Alors Omar, parlons tout de suite d'Henri Verneuil quand même. Comment se déroule votre première rencontre avec Henri Verneuil? Comment ça se passe? Regarde, Henri était un homme qu'on ne peut pas ne pas aimer. Il était adorable. Ça veut dire, qu'il soit metteur en scène ou pas, quand tu le rencontres et quand tu parles un peu, tu dis quelques mots, il dit quelques mots, tu te dis, mais c'est formidable, c'est facile de parler comme ça, d'être bien, d'être content, d'être heureux. C'était pas pour le film, moi, c'était pas pour les films, pour rien, il était magnifique. Et on a fait 3 films ensemble, dont le dernier, qui était très important parce que c'était la mort de son père, oui. Tu comprends? Alors ça m'a fait terrible à moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Et lui, il est mort après, tu vois, mais je l'aimais beaucoup. J'ai aimé tout ce qu'il m'a fait faire. C'était pas un génie, mais c'était un très bon metteur en scène, voilà. Alors son style, son genre lui ont valu les foudres de ceux qu'il appelait les putschistes de la Nouvelle Vague, mais lui se considérait plutôt comme un conteur oriental. Alors c'est aussi ce que vous pensez tous les deux? Verneuil, c'était vraiment un conteur oriental, Jackie? Oui, c'était quelqu'un qui aimait d'abord raconter des histoires, même quand on était chez lui, en dehors du tournage, parce qu'il était très concentré sur le tournage, donc il racontait peu d'histoires, mais on a eu l'occasion de dîner chez lui à Neuilly en famille. Je dis en famille parce que quand j'ai rencontré Verneuil, que ce soit avec Omar et avec Henri, on s'est senti famille. Mais c'est pas un mot gratuit que je lance comme ça, parce que vous savez, dans le cinéma, on est famille le temps d'un tournage, et puis après on ne revoit plus les gens. Moi, ça a été famille quand je dis Omar, on dînait ensemble certains soirs, on parlait du film et quelquefois on n'en parlait pas. J'étais invité par Henri, avec Patrick, avec Sophie, avec Françoise. On est devenus... Il y a eu un lien de cohésion. Et Henri, pendant ces soirées, pendant ces dîners, racontait des histoires. Et un jour, en parlant de la deuxième partie du film, je lui dis, tu sais, l'histoire de cet enfant qui amène les gâteaux d'anniversaire et que le majordome les met à la poubelle. Il me dit, oui, c'était un copain d'école qui était... dont le père était le patron des liqueurs Noilly-Prat. Et il m'a dit, écoute Jackie, j'ai tellement raconté cette histoire, que pour dire la vérité, je ne sais pas si elle est vraie. Et c'était ça, c'est que lui-même arrivait par moments à se tromper. Mais on était tous, et Omar qui adore les histoires, parce qu'il dit que, mais lui aussi c'est un conteur. Et quand ils étaient tous les deux à se raconter des histoires, c'était un concours de celui qui racontait, et il fallait les voir l'un parler et l'autre écouter. Alors, qu'est-ce qui caractérisait au niveau de la mise en scène Verneuil, principalement, par rapport à d'autres cinéastes? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier, quand il vous plaçait dans l'espace, que vous n'avez pas retrouvé chez d'autres metteurs en scène? Ah oui, moi, à mon avis, il ne ressemble pas aux autres. Mais cela dit, les metteurs en scène sont souvent différents les uns des autres. Par exemple, j'en ai eu des choses absolument... terrible, oui. Des metteurs en scène qui te cassent les pieds complètement, tu lui dis va te faire foutre. Mais lui, il était formidable. Il savait si je suis son fils ou son père. Tu sais, il avait toujours l'amour de la famille, des gens avec qui il travaillait. Il travaillait avec les gens, il leur donnait de l'amour, il leur donnait de la gentillesse. C'est vrai. Même s'ils sont des méchants dans le film, il les fait être contents quand même à la fin. Il était très bon. Très bon.
Jackie, oui. Omar va dire que c'est pas vrai, mais ça fait rien. Un jour, il m'a dit, tu sais, Jackie, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui te demande de t'asseoir quand tu as envie de te lever, et qui te demande de te lever quand tu as envie de t'asseoir. Et Henri, c'était un immense technicien, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne psychologisait pas les personnages, c'est-à-dire qu'il avait affaire à des comédiens et il voulait un rendu immédiat. La seule chose que je lui ai demandé un jour, j'ai dit, Henri, Apcar, il était comment? Parce que le personnage existait. Il m'a dit, tu sais, Jackie, quand je descendais de Paris à Marseille, l'appartement de mes parents était plein d'Arméniens, de voisins, qui venaient en me disant, et il est comment Jean Gabin, et il est comment Fernandel, et il est comment Lino Ventura. Il dit Apcar, il s'assoyait, c'était celui qui réparait les TSF, il s'assoyait et il m'avait vu naître et il me regardait tendrement sans ouvrir la bouche. Donc il voulait quelqu'un de humble, de tranquille, et c'était tout. C'était tout. Et sinon, il avait son plan, il travaillait très tôt le matin, il faisait son découpage et il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Mais je pense que pour Maërik et 588 rue Paradis, et Patrick pourra nous confirmer ça tout à l'heure, c'était très particulier, parce qu'il s'est fait un peu blouser par lui-même, c'est-à-dire qu'il était habitué à diriger d'immenses acteurs, et là, quand il voyait ce qui se passait sur le plateau, il revoyait ses parents. Donc il n'était plus le metteur en scène Henri Verneuil, il était le petit Achotte Malakian qui voyait, et on n'en a pas parlé, je le regrette, il voyait Omar, mais il voyait aussi surtout sa mère, Claudia Cardinal, qui était magnifique, qui était extraordinaire, et il était très troublé. Il y avait des scènes où j'arrivais beaucoup plus tard, donc je pouvais le voir, il était extrêmement ému et troublé, et je pense que c'est la première fois qu'il se laissait avoir par lui-même son propre scénario, qui était sa vie, en fait. Mademoiselle Cardinal, que nous avons d'ailleurs invitée à Marseille, malheureusement, elle était retenue sur un tournage. Didier Parakian veut intervenir. Il faut expliquer à vos auditeurs pourquoi Omar et Jackie sont là cette semaine à Marseille. Parce que d'abord, je les invite à venir tous au pavillon M, visiter la magnifique exposition dans la salle Mistral. L'expo est magnifique. Qu'a organisé Patrick Malakian et sa sœur Sophie à la mémoire de leur papa, un grand homme, un grand conteur. Et vous pouvez venir voir cette exposition qui relate la vie de ce grand homme. Moi, j'ai peut-être une petite anecdote parce que je n'ai pas connu personnellement Henri Verneuil, mais tout simplement, quand j'ai vu ces magnifiques films Maërik et 588 rue Paradis, comme beaucoup d'Arméniens, j'ai pleuré. Et puis je me suis posé la question, où était cette fameuse maison 588 rue Paradis? Mais il n'y a pas de 588 rue Paradis. Mais cette maison, dans l'esprit d'Henri Verneuil, était sur le square Monticelli, une magnifique demeure que vous voyez à la fin du film, avec une magnifique roseraie. Et puis, il y a quelques années, cette maison appartenait à une famille marseillaise, la famille Tian. Dominique Tian est le maire du secteur du 6-8. Et puis, il a mis cette maison à la vente. Et quand j'ai su ça, mon cœur n'a fait qu'un tour. Et puis, j'ai eu la chance et l'opportunité, je dirais l'honneur, de pouvoir acquérir cette demeure. Et aujourd'hui, mes parents vivent sereinement dans cette maison. Et je suis très fier d'avoir pu contribuer à cette belle histoire. Alors Didier, puisque tu as pris la parole, un mot quand même sur le pavillon M. On réenchaînera avec Verneuil dans un instant, parce que le pavillon M, en fait, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont jamais venues encore ici, place Bargemont, on peut dire que c'est la porte d'entrée de l'année capitale. Effectivement, c'est la porte d'entrée de la capitale européenne de la culture. C'est le lieu où l'on décrypte tous les événements, les 950 événements de la capitale européenne de la culture. Il fallait bien un lieu de rencontre entre le grand public et les artistes. Il se passe tous les jours quelque chose au pavillon M. C'est un succès foudroyant. Combien d'entrées à l'instant T? À l'instant où je vous parle, 650 000 c'est énorme. Marseillais et visiteurs ont franchi la porte de ce pavillon M. Et puis le plus beau des compliments, c'est sur le livre d'or. J'invite Omar et Jackie à le signer en partant, où les Marseillais écrivent « Je suis fier de Marseille, je suis fier d'être Marseillais ». On voit dans ce pavillon M la métamorphose de notre ville, cette ville qui s'est préparée depuis 4 ans à accueillir le monde entier. Et bien après le MUSEM qui vient d'inaugurer, après le
Palais Longchamp. La semaine dernière, c'était le château Borelli. Bref, aujourd'hui, nous avons de magnifiques écrins et la capitale européenne de la culture est un véritable succès en présence de Daniel Herman, l'adjoint au maire en charge de la culture. C'est une grande fête qui a accueilli d'abord 400 000 Marseillais pour la journée d'inauguration, plus 400 000 pour Flamme et Flot, et ensuite 300 000 pour la transhumance. Le 21, le jour où Charles Aznavour sera ici à Marseille au pavillon M pour la journée de la musique, il y a un concert qui est organisé sur le Vieux-Port. Bref, il faut que les Marseillais, qui sont de véritables ambassadeurs et acteurs de cette capitale européenne de la culture, nous qui savons accueillir avec tant de générosité, de chaleur, eh bien, c'est des moments magiques que nous vivons ici à Marseille. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un esprit Marseille-Provence 2013, Didier Parakian? Oui, il y a un esprit. Les Marseillais se sont emparés de cet événement, comme ils se sont appropriés le Vieux-Port qui devient le nouvel agora de notre ville. Cette ville est en train de se transformer. 2013 n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle ère. Une ère, croyez-moi, qui va être que du bonheur pour nos enfants et pour tous les Marseillais. Alors on peut dire M comme Marseille, M comme magique, M comme métamorphose? Oui, M comme métropole, M comme Méditerranée et M comme maison. Le pavillon M, c'est la maison des Marseillais. Je suis très fier aujourd'hui qu'Omar Sharif et Jacqueline Hersessian nous ont fait l'honneur de venir franchir le pas de cette maison des Marseillais. Merci. Mais ils s'en vont pas tout de suite, ils vont rester avec nous. On les retrouve dans un instant. Pendant que nous écoutons la bande originale du film Le Casse avec une magnifique affiche. D'ailleurs, j'invite tous les Marseillais qui nous entendent actuellement, qui nous écoutent, rejoignez-nous dès demain. Le pavillon M était fermé aujourd'hui parce qu'il y avait un conseil municipal. Mais dès demain et jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche, le programme, il est magnifique. Je vous rappelle que demain, ce sera la journée des voyages et du tourisme en Arménie. Nous recevrons de nombreuses personnalités. Mercredi 19 juin, des signatures qui viendront donc au pavillon M pour dédicacer leurs ouvrages. On aura la finale d'un tournoi d'échecs magnifique avec Lévon Aronian, champion olympique d'échecs, qui sera ici avec nous à Marseille. Jeudi 20, ce sera le congrès Armenian Trade Network avec le président des chambres mondiales de commerce qui nous rejoindra à Marseille. Et nous ouvrirons solennellement donc à Marseille-Provence Métropole ce congrès avec des Arméniens qui vont venir du monde entier. C'est vraiment la semaine de l'excellence franco-arménienne. Vendredi 21 juin, Didier Parakian nous en a parlé tout à l'heure, c'est la fête de la musique, la journée Charles Aznavour, toutes les radios diffuseront du Aznavour du soir au matin. Et Aznavour, le grand Charles Aznavour, avec son manager, Lévon Saillant, qui nous rejoindra également ici dans la capitale de la culture. Eh bien, rendez-vous à 11h donc dans le salon d'honneur de la mairie pour la remise de la citoyenneté d'honneur à Monsieur Aznavour. Et puis tout l'après-midi, ce sera la fête des concours de DJ qui auront lieu ici, place Bargemont, avec Franco Anessian, le concours du meilleur disque jockey. Nous aurons aussi des événements, des soirées qui vont éclater dans tout Marseille. Et bien sûr, le 22 juin, le samedi 22 juin, la journée d'inauguration de la place Henri Verneuil avec les 4 enfants d'Henri Verneuil, Patrick Malakian, Sophie Malakian, Gaïané Malakian, Sévan Malakian qui était intervenu, on s'en souvient, dans la Star Academy, et Monsieur Lévon Saillant aussi pour l'inauguration avec l'autorousse géant. Ça, ce sera donc samedi 22 juin à 11h30 au bout de la rue des Docks. La place de la Méditerranée se transformera en place Henri Verneuil. Voilà, c'est Garo Ovsepian, le maire des 13 et 14e arrondissements, qui nous a rejoint. Bonsoir Garo Ovsepian, qui a bien connu Henri Verneuil, parce que, mon cher Garo, Henri Verneuil faisait ses castings rue Saint-Basile, à la Maison arménienne de la culture, dont vous êtes le président. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu de comment ça se passait? Henri Verneuil, rue Saint-Basile, qui essayait un peu de caster les figurants pour Maïrig. Bon, Henri Verneuil, moi je l'ai connu d'abord, je dois dire, lorsque j'étais élève à l'école des pères méquitaristes à Paris, au collège donc Mkhitaryan. Et à cette époque-là, dans cet établissement de renommée, qui existe encore, du moins physiquement, eh bien, beaucoup de personnalités arméniennes, notamment des artistes, venaient. C'est là que j'ai connu aussi Rosy Vart, que j'ai connu Elia Kazan, et bien d'autres encore, donc Henri Verneuil. Mais moi, pour la première fois, c'était un ami d'Henri Verneuil, un frère de cœur, un frère de lait qui connaissait bien Henri Verneuil et que beaucoup d'entre vous connaissez, que vous avez connu ici, c'est Aram Chérikian. Aram Chérikian était cette personnalité marseillaise qui était incontournable,
il était pharmacien, il avait une pharmacie à la place des Fainéants, ça s'appelle d'ailleurs, ça existe toujours, la pharmacie Bataille, où tous les Arméniens qui venaient à Marseille, qui ne savaient pas encore lire et écrire, allaient prendre leurs médicaments là-bas et lui écrivaient en arménien sur la boîte médicaments s'il faut prendre un cachet le matin ou un cachet le soir. Donc c'était l'ami, le frère de cœur, de lait, le frère spirituel, je dirais, d'Henri Verneuil. Et c'est aussi donc Aram qui m'a fait connaître Henri Verneuil par la suite. Et je reviens donc à l'histoire de Maïrik et de 588 rue Paradis. Henri Verneuil est venu, c'était un mois de février, je crois, l'année où il a tourné le film, à Marseille. On s'est rencontrés avec les amis, il y avait peut-être Patrick aussi, avec nous, certainement. Et il nous a dit, moi, Garo, Aram, eh bien, pour tourner ce film, j'ai besoin de 350 figurants. Et il y avait une personne qui s'occupait aussi du casting, c'était Madame Brigitte Keller. Je crois que c'est ça. McKellar. Madame Brigitte McKellar. Donc, avec elle, eh bien, et en faisant appel à toutes les associations arméniennes. Certes, on a tenu 1, 2, 3 réunions à la Maison de la Culture arménienne, mais je me rappelle qu'on était aussi dans la salle ou dans le local de l'UGAB et ailleurs aussi. Nous avons tenu des réunions et nous avons lancé, donc, je dirais, un appel. Croyez-moi qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, nous on comptait sur 100, 150, c'était 350 et 400 personnes qui sont précipitées et sont venues donc s'inscrire pour faire partie du film, notamment lorsque le bateau accostait sur Marseille et que notre ami Jackie Nersessian disait « Télérian est libre, a été acquitté ». Vous voyez, voilà. Donc, ainsi donc, nous avons donc préparé ces figurants qui étaient là. J'ai des souvenirs vivants encore, bien sûr. Lorsque les 300-350 figurants qui étaient donc sur le quai de la Joliette, et lorsqu'est arrivé Henri Verneuil, il y a eu des applaudissements, il y a eu une ferveur, il y a eu un enthousiasme, il y a eu un amour, je dirais, sans précédent. Et là, on a commencé à chanter des chants folkloriques et surtout des chants religieux aussi. Parce qu'Henri Verneuil était très proche de l'Église. Son père Agop était un de ceux qui ont permis à la cathédrale arménienne du Prado d'être construite, d'être une vraie cathédrale. Il a joué un rôle en allant voir donc, le bienfaiteur qui était en Belgique, Agop Malakian, et qui a servi donc l'église du Prado. Et donc, à Chaude, Henri Verneuil était très proche de l'église. D'ailleurs, il chantait toute la messe. Il disait « Yes, un tel svaz gegartam » et il disait il était éminemment arménien, Henri Verneuil. Éminemment arménien. Il le parlait, il écrivait, il le chantait. D'ailleurs, dans le film, c'est lui qui joue le rôle du prêtre pour l'enterrement donc, de son père. Et c'est lui qui fait donc l'homélie. Donc voilà comment j'ai connu donc Henri Verneuil, cet homme. Et puis, lorsque son frère de lait, je disais, bon, Aram, et je le dis avec beaucoup de reconnaissance aussi, à Aram, il m'a dit, il était venu un jour ici, et il m'a téléphoné, il m'a dit, Garo, j'avais un ami ici qui s'appelait Aram. Il est décédé, il était d'ailleurs présent à ses obsèques. Il a dit, lorsque je reviendrai à Marseille, il est venu 2 ou 3 fois, et à chaque fois que je reviendrai, je te téléphonerai, et comme on faisait avec Aram, on ira ensemble au Calypso, passer une soirée. Et je l'ai fait pendant 2 ou 3 fois, qu'il est donc venu à Marseille. Donc voilà comment j'ai connu, ou quelles ont été mes relations avec Henri Verneuil. Et je dois dire aussi que tous les acteurs étaient magnifiques. Hein. Et il m'a laissé aussi, un grand souvenir, je dirais un trésor, une richesse culturelle. C'est que je possède le scénario des 2 films, Maïrik et 588 rue Paradis, est signé par tous les artistes, Omar Sharif, Jackie Nersessian, Nathalie Roussel, Claudia Cardinal, Isabelle Sadoyan, etc. Donc, j'ai ce livre encore là chez moi que je garde bien sûr très précieusement. Et quand Patrick m'a téléphoné pour l'exposition qui est là, il m'a demandé, Garo, qu'est-ce que tu as de mon père? J'ai dit, j'ai d'abord le scénario du film. Tu m'as dit que tu l'avais aussi, bien sûr.
Donc voilà, ce que les souvenirs d'Henri Verneuil, en tout cas, c'était un homme extrêmement chaleureux. C'était un homme qui était généreux hein, dans ce qu'il faisait. C'était un homme entier qui allait au bout de ses objectifs. Hein, et il a voulu vraiment, donc à la fin malheureusement de sa vie, faire donc ce film. Et il disait ainsi, j'aurais bouclé la boucle et je le boucle à Marseille. Je suis arrivé à Marseille sur le quai de la Joliette. Je suis arrivé jusqu'au quai de Conti lorsqu'il a été donc, il a été à l'Académie des Arts et des Lettres, c'est ça. Hein, voilà. Et je bouclerai ainsi la boucle. Donc je l'ai bien connu dans cette période-là et je garde bien sûr le meilleur des souvenirs. C'était un homme savoureux. Jacky Nercessian, quand tu repenses, Jacky, quand tu repenses à Henri Verneuil, quel est tout de suite, d'emblée, le souvenir qui te revient en mémoire? Évidemment, c'est le moment du casting. J'avais une phrase à dire dans ce film, et j'étais pas très content de ma première rencontre avec Henri Verneuil. J'étais même pas content du tout. Et je pense que, je sais pas, c'était pas un sursaut d'orgueil ou de la vanité, c'est que j'étais très sincère quand je lui ai dit j'ai des choses à faire dans votre film et vous ne le savez pas. Et tout ce que je lui ai dit aurait dû faire qu'il me mette à la porte, mais je pense que j'ai eu un véritable accent de sincérité et qu'il m'a écouté. Il m'a écouté, il a oublié qu'il était Henri Verneuil, un grand réalisateur, et qu'il aurait pu ne pas m'écouter. De la même manière que quand j'ai rencontré Omar Sharif, j'étais comme vous, j'étais un fan d'Omar Sharif. Je ne savais pas que j'allais devenir son ami. Aujourd'hui, Omar Sharif, c'est pour moi pas une grande star de cinéma international. Je suis trop proche de lui. C'est beaucoup plus qu'une grande star de cinéma international. C'est une grande et profonde amitié. C'est-à-dire que on a des liens. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des liens familiaux. Quand je téléphonais à Henri Verneuil après le film, on se parlait pendant longtemps au téléphone, où on se voyait. Et ça, je le dois au fait qu'il a eu cette écoute, peut-être aussi à ma sincérité à ce moment-là. Je crois que dans la vie, c'est la seule chose que je pourrais donner comme conseil, c'est au fond d'être sincère et d'être vrai. Quand on sent qu'on est en train de faire un métier comme celui d'acteur, alors que j'étais dans le prêt-à-porter, j'avais fait des études de théologie, normalement j'avais dû rien faire là-dedans. Mais je crois que sincèrement, j'avais des choses à exprimer, des choses à vivre, et que probablement, ma famille étant un peu délitée, j'avais besoin d'avoir une famille comme un père spirituel comme Henri Verneuil, ou un père spirituel comme Omar Sharif. Et la sauce a bien pris, et d'un coup, on est devenu comme ça à l'image, voilà, des gens qui faisaient partie d'un même quartier, d'un même lieu. C'est pour ça que le film est émouvant, c'est parce que les gens sont vrais, et qu'Henri lui-même, il a su imposer ça. Et je crois que son dernier film, c'était important qu'il soit comme ça pour lui, que ce soit pas qu'un film d'aventure, ou qu'on dise pas, bon, il a fait Le Clan des Siciliens, il a fait Le Casse, il a une filmographie importante. Il a fait aussi ça, c'est-à-dire qu'il a réuni des gens et il a montré toute sa sensibilité, parce que c'était ce qu'on oublie de dire, c'est que c'était un homme extrêmement pudique. Moi, il a jamais dit du bien de moi devant moi, et devant un Arménien en particulier. Il avait horreur des gens qui faisaient du favoritisme. Et il me l'a dit, et il l'a dit à d'autres. Il m'a dit, si tu étais venu une seule fois en me disant, je suis acteur, mais je suis arménien, il faut me prendre, je t'aurais mis à la porte tout de suite. Pour lui, c'était vraiment un critère, mais vraiment un critère important. D'être vrai, d'être là, mais de ne pas utiliser le communautarisme à 2 balles pour avancer dans la vie. Mais cette pudeur-là, en même temps, faisait que il pouvait être très très reconnaissant, et il l'a été pour moi, il l'a été évidemment pour Omar. Il le prenait dans ses bras et le serrait en le remerciant très très souvent. Il l'a fait pour Claudia, il l'a fait pour tous les techniciens. Vous savez, Henri Verneuil, c'était quelqu'un qui apparaissait comme très dur. Le premier jour où il est arrivé, Patrick va me confirmer, il a dit, on va vivre pendant au moins 150 jours ensemble, je vous dis bonjour aujourd'hui et je vous dirai au revoir dans 150 jours, mais ne m'attendez pas pour que je vous dise bonjour tous les jours. C'était pas un homme qui s'autorisait à être sympathique parce qu'il avait besoin d'être efficace et immensément professionnel.
il vous voyait 2 personnes sur le plateau, dans les comédiens, c'était Isabelle Sadoyan et moi. Et un jour, je suis arrivé un matin, parce que ça me filait les boules, hein. Je disais, pourquoi moi, il me dit vous, et à Richard Berry, et mon Richard. Un jour, j'ai dit, Henri, j'ai rêvé cette nuit que tu me tutoyais et qu'on se tutoyait. Il m'a dit, bien sûr, Jackie, il n'y a pas de problème. C'était entrer en amitié. Il fallait un peu batailler pour entrer, pour casser cette écorce qu'était Henri Verneuil. Mais ça valait le coup de le faire. Je ne regrette pas. C'est une de mes plus belles rencontres, un de mes plus beaux films. J'en ai fait d'autres après, mais là, vous en avez la preuve. D'une longue amitié. J'espère qu'elle va être encore très longue, que tu vives longtemps, Omar. Omar, comment vous qualifieriez ce rôle que vous avez dans Maïrig, le rôle d'Agop? C'est par rapport à l'ensemble de votre carrière. Mais parce que le metteur en scène, il a dit, je veux que tu fasses le personnage de mon père, que j'ai détesté. Il n'aimait pas son père. Oui. Et son père était mort pendant qu'on... Et alors il m'a pris pour faire ce film. Il voulait que je fasse ce que son père aurait voulu être avec lui. Et quand c'était terminé, le film, lui a arrêté de faire des films, Henri. Et il m'a dit son vrai nom. Je lui ai dit, mais comment tu t'appelles? Il m'a dit, non, je ne m'appelle pas comme ça du tout. Il m'a dit son nom, son vrai nom. Malakian. Il m'a dit, je m'appelle ça et ça. Et je suis allé, il est allé dans une villa en Suisse et il est mort là-bas. Voilà. Alors justement, à propos de Malakian, Patrick Malakian vient de nous rejoindre. Patrick, qu'est-ce qu'évoque toute cette renaissance de l'œuvre de Verneuil à travers la magnifique exposition que tu viens de réaliser? Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on pourrait dire surtout à cette jeune génération? Parce que malheureusement, il y a un souci majeur avec les films de Verneuil, parce que Maïrig, par exemple, n'est pas numérisé à l'heure actuelle. Ça coûte une petite fortune pour numériser les films. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, et c'est la question que je te pose, un danger pour les générations à venir, puisque si le film n'est pas numérisé, il ne passera pas en salle, on ne pourra pas le reprojeter même sur les télévisions, sur le câble, etc. Donc, comment on peut envisager donc l'image et toute la filmographie de Verneuil dans l'avenir, et notamment pour les nouvelles générations qui ne connaissent pas encore la filmographie de ton père? Écoute, ce qui est certain, c'est que la filmographie de papa est tellement riche, dans la mesure où il y a plein de gens, et je suis sûr que des personnes qui viendront cette semaine se balader dans l'expo auront des surprises, parce que très souvent, on a entendu parler d'Henri Verneuil. C'était un des rares metteurs en scène que l'on reconnaissait physiquement dans la rue. Allez savoir pourquoi, mais on le reconnaissait physiquement. Mais surtout, les gens ne se souviennent plus très bien de ces films. Il a fait plus de 30 films, ce qui est énorme. À l'heure actuelle, c'est le metteur en scène français qui a fait le plus de spectateurs au cinéma, tous films confondus. Et quand on dit aux gens, mais oui, c'est La Vache et le Prisonnier. Ah bon, c'est La Vache et le Prisonnier? Et c'est Mélodie en sous-sol. Ah mais oui, j'ai adoré ça, les billets qui remontent à la fin. Et Le Clan des Siciliens, et Le Casse, et Peur sur la ville. Et il a une filmographie tellement gigantesque, et qui sont tellement alors j'emploierai pas le mot de chef-d'œuvre, mais en tout cas d'œuvres majeures, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu un élan énorme dans les DVD à une époque, et puis c'est un petit peu terminé. On se dirige vers la haute définition, vers le Blu-ray, tu le disais. Le problème, c'est que les films ne sont plus numérisés en haute définition, et que toutes les chaînes de télé aujourd'hui diffusent en haute définition. Donc Maïrig, pour l'instant, ne pourra plus être diffusé à la télévision. Mais il se trouve que tous ces producteurs, ils savent très bien qu'il va bien falloir qu'ils gagnent aussi de l'argent, et qu'ils regardent dans leur catalogue et qu'ils se rendent compte qu'ils ont des films d'Henri Verneuil et qu'ils les proposent. Et à la fin de cette année, il va y avoir Le Clan des Siciliens qui ressort en Blu-ray, donc qui est entièrement numérisé, Le Casse qui va ressortir en Blu-ray, Le Président, Mélodie en sous-sol. Tous ces films-là sont en train d'arriver. 100 000 $ vient de sortir en Blu-ray. Donc il y a une reconnaissance de l'œuvre, de la qualité, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, il faut les ressortir, il faut que cette nouvelle génération les voie, il faut qu'on puisse donner un moyen de diffusion. Et quand il a fait coloriser La Vache et le Prisonnier, à un moment donné où c'était un des tout premiers films à être colorisé, et où tout le monde a hurlé en disant « mais c'est une hérésie, c'était du noir et blanc » et tout ça, et il a dit une chose qui était très juste pour l'époque, il a dit « vous avez entièrement raison, et moi-même je ne veux pas le regarder en couleur, mais pour les puristes,
Vous n'avez qu'à tourner le bouton de votre télévision de la couleur et vous le verrez en noir et blanc. Mais ce que la couleur a apporté, c'est que de diffuser à 22h30, on est de nouveau diffusé à 20h30 à la télé. Et toute la nouvelle génération qui n'a pas envie de voir des films en noir et blanc a accès à ces films et peuvent voir l'œuvre d'un metteur en scène ou de certains acteurs. Alors, à propos de Verneuil, est-ce que la critique, à l'époque de ses grands succès, ne lui a pas fait payer très cher sa popularité? Pas que la critique et ses pairs. Ils n'ont été... C'était en fait toute la bande de la Nouvelle Vague, les cahiers du cinéma, etc. Tous ces gens-là. Et il se trouve que j'ai en ma possession un document qui a été envoyé par le directeur du Festival de Cannes, écrit de la main de M. Godard. Jean-Luc Godard. Hein. Où on lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites comme cinéma ?» Et il répond en écrivant, et c'est lui qui écrit « Je rêve de faire comme Verneuil, mais je n'y arrive pas. » Ouais. Jacqueline Hercessian, la Nouvelle Vague et Verneuil. Un jour, il m'a dit, tu sais, j'ai été très très fâché avec la critique, mais je ne sais pas si c'est eux ou si c'est moi qui a commencé. Tu sais, il avait ce côté aussi en fait, il en souffrait beaucoup, je pense. Mais bon, là, vous savez bien qu'en France, quand vous réussissez, il y a toujours des préjugés. Et il remplissait les salles et il avait très très peu besoin de la critique. Vous savez, j'ai fait Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec avec Luc Besson. Et Luc Besson, comme Henri Verneuil, à un moment donné, il a fermé la porte à la critique. Il a dit « Moi, je ne veux pas que vous voyiez mes films avant le public. Moi, je fais des films pour le public et vous écrirez ce que vous voulez après. » Si c'est pour descendre les films, moi je fais un film, ça me prend 1 an pour le financer, 1 an pour le tourner et le terminer, et vous en 10 minutes vous écrivez un truc qui me descend mon film, on est dans une injustice la plus totale. Et je pense qu'Henri pensait exactement la même chose. Voilà. Oui, Omar Sharif, vous qui avez joué Agop, le père d'Azad dans Maïrig, quel regard vous portez maintenant sur le peuple arménien et la tragédie du génocide? Vous savez, moi, j'ai grandi avec les Arméniens. En Égypte, à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans, il y avait beaucoup d'Arméniens, des jeunes. Et alors, j'allais dans un endroit pour jouer avec les boules là, le billard. Oui. Et c'était la plupart du temps, c'était des Arméniens qui venaient faire avec moi le billard. Ouais. Oui, alors j'ai aimé beaucoup, on était très, très copains avec les Arméniens, beaucoup. C'était plus facile pour moi que de parler en arabe ou de parler en... Tu crois, on parlait en français, on parlait en n'importe quoi, mais on ne parlait pas en arabe avec les Arméniens. Mais ils parlaient bien l'arabe, ceux-là qui étaient là-bas. Mais on parlait toujours comme ça, normalement, ce qui était plus facile et plus sympathique pour nous. Voilà. S'il fallait recommander, on est à 5 minutes de la fin de l'émission, s'il fallait recommander aux jeunes qui n'ont jamais vu un film de Verneuil, un seul des films de Verneuil, Jackie, pour toi, ce serait lequel? Non, moi, je dirais pas ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, La table aux crevés. Le boulanger de Valorgue, j'adore. C'est des films que je revois, et Donatella, ma compagne, qui est très très étonnée que je regarde comme ça des films des années 60 en noir et blanc français. Mais La table aux crevés, c'est une merveille. Et puis bon, les films comme Le clan des Siciliens, les films toujours, bon, c'était Icôme Icare, c'est un monument du point de vue politique. Icôme Icare, c'est d'une modernité incroyable avec un comédien comme Jacques Denis. C'est-à-dire qu'il prenait pas que des stars, il prenait des gens. Jacques Denis, c'était pas un comédien très connu. Voilà. Non, Henri, il a une filmographie, comme vient de le dire Patrick, qui est immense. Immense. Il faut être un tout petit peu curieux. Il faut ne pas se laisser aller à allumer simplement la télé et regarder ce qui suit, quoi. Voilà. C'est tout. C'est essayer d'être curieux, de découvrir des gens, de découvrir. Dans le boulanger de Valorgue, vous avez des comédiens, mais qui ont 3 répliques, mais c'est de l'or en barre, quoi. C'est magnifique. Patrick Malakian, un film à recommander pour rentrer dans l'univers Verneuil. Pour moi, c'est un singe en hiver. Hein. Pour toi, ce serait quoi? Non. Non, pour des raisons très personnelles, c'est 100 000 $ au soleil. Garo Ovsepian, un film à recommander aux jeunes là, qui n'ont jamais vu un seul film de Verneuil. Et après, je vais demander à Omar, avant de terminer l'émission. Bien, moi, je leur dirais de regarder La 25e heure,
ou le serpent. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de fond, et vraiment là, le film fait réfléchir et projette. Voilà, pour les jeunes. Omar Sharif, c'est avec vous que nous allons terminer cette émission. Je vous remercie sincèrement encore. Je vais demander à tout le public présent dans cette salle Mistral du Pavillon M d'applaudir une dernière fois Omar Sharif, qui nous a fait un grand honneur de venir spécialement pour la communauté arménienne, ici à Marseille. Pour ceux qui ont eu la chance de trouver une place, vous aurez tout à l'heure rendez-vous dans le salon Eugénie du Palais du Pharaon. Omar Sharif, le mot de la fin, on vous le laisse bien sûr. Alors d'abord, un film qu'il faut voir à tout prix avant tous les autres. Si vous voulez que je vous dise vraiment. Alors, on faisait un film dans une île, dans le sud, comme ça, et c'était des gangsters, des trucs comme ça. Et un jour, j'ai pris après le tournage, j'ai pris toute l'équipe et j'ai pris un avion que j'ai acheté et on est allé jusqu'à Rome parce qu'il y avait un championnat de boxe. C'était le très célèbre truc. Et on est revenu et on est arrivé à 8h du matin, habillés. J'ai pris tout le monde. On a pris nos habits, etc. Et on est revenu tout. Et toute l'équipe était avec nous. On est revenu, on a fait le film, continuer le film. C'était, je crois, en Grèce ou quelque chose assez loin. C'était à Athènes, le casse à Athènes. Le casse, c'est ça. Il a loué l'avion, Omar, pas acheté, parce que tout le monde va croire qu'on est riche. Mais j'ai loué, ça veut dire j'ai payé. Merci Omar Sharif, merci d'être venu dans le club Ararat TV. Merci à Jacqueline Hersessian, merci à Garo Obsépian. Merci à Patrick pour cette magnifique exposition. Merci à Didier Parakian pour le pavillon M. Merci à vous tous et à demain 18h ici même pour une nouvelle émission consacrée au voyage en Arménie. À bientôt.